Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler à nouveau de matériel. J'avais fait déjà une vidéo sur le matériel durable en général que je peux utiliser. J'avais déjà mentionné les stylos plumes dans cette vidéo, mais cette fois-ci je vais m'attarder plus en détail sur l'outil du stylo plume en lui-même. Et donc cette vidéo c'est un petit peu le condensé de ce que j'ai pu glaner comme information en binge-watchant des chaînes anglophones en fait. Et j'avais envie de mettre toutes ces informations dans une seule vidéo qui serait une sorte d'introduction au stylo plume. Alors pour que ce soit plus facile, j'ai divisé la vidéo en chapitres, comme ça si vous voulez aller voir ou revoir une partie, un chapitre en particulier, c'est possible, le timecode est en description. Le stylo plume, vous savez évidemment ce que c'est un outil d'écriture avec une plume et un réservoir pour y placer de l'encre. Alors l'expérience de l'écriture au stylo ne se vit pas toute seule avec un stylo plume, mais fait partie d'une triade. On a le stylo plume d'un côté, l'encre et le papier. Et c'est justement le titre des chapitres que j'ai choisi pour la vidéo. Donc le premier chapitre concerne uniquement l'outil d'écriture, le stylo plume. Et ce premier chapitre, je l'ai à nouveau divisé en 3 parties selon les usages. Parce que bien sûr, on peut écrire avec un stylo plume, mais on peut aussi dessiner avec, ou bien faire de la calligraphie plus spécifiquement. Quand on s'est décidé à acheter un stylo, qu'on est nouveau dans le domaine du stylo plume, je trouve ça hyper compliqué de sélectionner le stylo de départ, le premier stylo qu'on veut acquérir. Il existe sur le marché des centaines de stylos, il y a des dizaines de marques qui en fabriquent et on a toujours peur de faire le mauvais choix, de prendre quelque chose qui ne nous convient pas. Donc je voudrais revenir ici tout simplement sur les différentes caractéristiques que peut avoir un stylo et ce qu'on peut prendre en compte quand on fait son choix. Il y a tout d'abord la caractéristique du prix. Il y a des stylos qui vont de 5 à 10 000 euros. Évidemment, pour cette vidéo, je n'ai sélectionné que les prix les plus bas, donc de 5 à 40 euros, je pense. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est caractéristique plutôt lié à l'esthétique, que ce soit l'esthétique visuelle, donc le design, on va être attiré évidemment par un certain type de stylo ou un autre type. Il va y avoir l'esthétique de l'objet, donc le matériau. Il existe des stylos en plastique, en métal, en bois, en résine ou en d'autres matériaux un peu plus exotiques parfois. Il va y avoir aussi le critère de la dimension, de la taille du stylo et de son poids. Ça va être évidemment important parce qu'on n'a pas tous les mêmes mains et donc certains stylos vont être plus adaptés à nos besoins tactiles, on va dire. Il y a aussi les caractéristiques techniques liées au stylo en lui-même. Donc tout simplement, est-ce que le stylo marche avec une cartouche ou est-ce qu'il a un réservoir intégré? Une fois qu'on a jeté son dévolu sur un modèle de stylo en particulier, c'est pas terminé. Il va falloir sélectionner une taille de pointe. En général, on a le choix entre minimum, je dis bien minimum 3 pointes, les F pour fin, médium, M et donc épais, B. Évidemment, il y a des gammes étendues selon les marques, selon les modèles. Ces pointes n'ont aussi rien d'universel, c'est-à-dire qu'elles vont varier non seulement d'un fabricant à l'autre, mais aussi d'un pays à l'autre. Par exemple, les pointes F chez les fabricants japonais vont être beaucoup plus fines que chez les fabricants européens. Et alors un deuxième paramètre qu'on nommait souvent, c'est celui du débit d'encre, parce que c'est très difficile à évaluer évidemment. Mais le débit d'encre a une incidence sur l'épaisseur du trait. Aussi, ces deux paramètres vont avoir une incidence au niveau de la smoothness, donc de la façon de glisser sur le papier. Si vous avez un gros débit d'encre et une pointe épaisse,
il y a des chances pour que ça glisse beaucoup mieux sur le papier, que ce soit beaucoup plus fluide, qu'une pointe F plus sèche qui, elle, va avoir tendance à accrocher le papier. Mais à nouveau, c'est pas systématique, ça dépend aussi de la plume en elle-même. Et la grande question, comment savoir, quand on n'a jamais utilisé de stylo plume, quelle taille de pointe nous convient? Alors, il y a des critères subjectifs et objectifs. Dans les critères objectifs, on a la taille naturelle de son écriture. Si on a tendance à écrire petit, c'est bien de s'orienter vers un F. Si on s'oriente vers un B, ça risque de ramasser très fort les lettres et de devenir illisible. Dans les stylos peu chers et populaires, on va notamment retrouver ces 4-ci. 2 allemands, ici avec le Lamy Safari, qui est en général cité comme étant le premier stylo de beaucoup de personnes. Alors personnellement, c'est pas mon cas, je trouve le design vraiment répugnant, mais par contre, il glisse super bien sur le papier. Il a un très bon débit d'encre selon mon critère en tout cas. C'est un plaisir d'écrire avec et on peut changer très facilement les pointes. On peut choisir entre énormément de gammes de pointes. D'ailleurs, j'en parle un petit peu plus loin dans la partie calligraphie. C'est un stylo aussi qui est assez résistant et pas trop léger. Il n'est pas lourd non plus, évidemment, ça reste du plastique. On a ici le Kaweco Sport. Moi, je suis belge, donc je dis Kaweco. Vous pouvez dire Kaweco si vous voulez. C'est un stylo de poche, donc plus petit que la moyenne, facile à glisser dans un sac. Mais c'est bien fait parce que vous pouvez poser le capuchon et avoir une taille décente pour bien placer la main. Assez léger aussi puisque en plastique. Ici, on a un Platinum Preppy qui nous vient du Japon. Alors j'ai pris la pointe F parce que mon ambition c'était de dessiner avec, pas d'écrire. Et il se trouve qu'en fait le débit d'encre ici est tellement important que il glisse super bien sur le papier. C'est un vrai plaisir d'écrire avec cette petite chose. C'est pourtant le moins cher du lot ici. Et sa deuxième caractéristique, c'est qu'il a un double capuchon. Ça veut dire que ce truc ne sèche jamais en fait. Donc vous pouvez le reprendre 2-3 jours plus tard et il n'y aura pas ce petit temps de latence où vous essayez d'écrire où il ne se passe rien. Non, ça va directement partir et bien glisser sur le papier. Et on a enfin le TWSBI Eco qui est fabriqué à Taïwan et qui a pour atout principal cet énorme réservoir qu'on remplit avec un piston. Donc il suffit de placer la pointe directement dans la bouteille d'encre, de tourner le mécanisme et ça se remplit automatiquement. C'est une opération très fun à faire. Alors, est-ce qu'il écrit bien? Oui, il écrit bien. Ici, c'est un pointe F. Donc, alors, je dirais pas qu'il l'accroche sur le papier, mais qu'il a une toute petite résistance, mais c'est très agréable à utiliser et ça fait partie aussi de mes stylos préférés. D'ailleurs, c'est mon premier stylo. Après la partie écriture, je vais me focaliser ici sur la partie dessin. Alors évidemment, ce ne sont pas des catégories cloisonnées, il m'arrive d'écrire avec les mêmes stylos que j'utilise pour dessiner. Par contre, je vais regarder éventuellement d'autres critères pour sélectionner mes stylos pour dessiner. Tout d'abord, au niveau de la pointe, je vais plutôt sélectionner des pointes F pour le dessin. Ça me paraît évident qu'une pointe B, ça va être un petit peu trop gros. À moins que je ne dessine évidemment sur une page A3 voire A2 où là j'ai plus d'espace et ça devient intéressant à ce moment-là d'avoir un stylo de pointe B. Mais si je fais des petits dessins sur une petite feuille, une pointe F me suffit largement. Alors, un paramètre sur lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais qui a son sens, c'est que beaucoup de personnes préconisent des pointes plus sèches, donc avec un débit pas trop important, parce que évidemment, plus c'est sec, plus ça sèche
facilement et rapidement, donc on risque moins d'en étaler partout. Également prendre en compte la légèreté du stylo. Ici, le TWSBI Eco pour moi est légèrement trop, alors pas forcément lourd, mais il est trop long et donc je ne sais pas, je n'arrive pas à bien le prendre en main et à l'utiliser pour dessiner. Mais voilà, à nouveau c'est personnel, mais ça me gêne un petit peu. Et la troisième chose qui vraiment va être pour le confort de la main, c'est que je vais regarder au niveau de la section ici, entre le corps du stylo et le grip, si je vais pouvoir passer facilement de l'un à l'autre, parce que quand on dessine, on a tendance à pas garder sa main fixe, donc on peut faire varier la position du stylo, et s'il y a une accroche au niveau de cette partie, ça peut être très vite gênant et nous sortir de la création. Dans ma trousse à dessin, on va trouver le pilote Kakuno. Alors, c'est vraiment arbitraire parce que j'aurais pu l'inclure dans la partie écriture. Je pourrais très bien écrire aussi avec, parce qu'il écrit super bien. Mais j'ai décidé que ce serait mon stylo de dessin parce que il coche toutes les cases que j'ai citées précédemment. Il est léger, facile à manipuler. La pointe est très bien et pas trop humide, donc ça c'est cool. Ensuite, on va trouver des stylos qui, là, vont pour moi être spécifiquement utilisés dans le dessin. Ça va être le cas de ce Sailor Ace Neo. En fait, sa pointe est ultra fine, donc c'est super pour faire des petits traits, des détails. Mais je ne pourrais pas l'utiliser en écriture parce que il accroche légèrement le papier, parce que la pointe est vraiment trop fine. Donc niveau écriture non, mais niveau dessin oui. Ensuite, d'autres plumes que je vais utiliser peu pour l'écriture, mais par contre pour le dessin, ça va être les pointes qui sont relativement flex. Je ne sais pas si ce sont des vrais flex, mais en tout cas elles ont ici la caractéristique de séparer le bec légèrement et donc d'avoir une variation au niveau du trait. Voilà, je vous montre ça à l'écran pour que vous compreniez. J'ai deux modèles pour cette caractéristique. Donc on a le Faber-Castell Ondaro et le moins cher ici, le Noodler Ahab, je pense. Ouais. Ici avec un réservoir intégré et le Faber-Castell avec un converteur livré avec le stylo. Et j'utilise également pour dessiner aussi uniquement, parce que je vois pas bien comment je pourrais écrire avec, c'est ceci, donc c'est un Sailor pour la calligraphie, en tout cas calligraphie asiatique, et c'est un modèle foudé, avec le bout de la pointe qui est alors plié, ce n'est pas du tout un défaut, et en fait ça permet de faire varier le trait. Donc c'est un petit peu le penchant du Pentel, mais version stylo, niveau variation de trait, donc ça je l'aime beaucoup aussi pour dessiner. Ensuite, pour la partie calligraphie, on va avoir plusieurs types de calligraphie différents. On va avoir la calligraphie plutôt, je pense que ça s'appelle cursive, où on utilise des pointes flex, justement, où on fait varier l'épaisseur de la ligne. Je trouve ça assez technique, donc je vous fais un essai sur le papier, mais vous avez compris que c'est pas du tout mon truc. Et on a également tout ce qui va être pointe de calligraphie coupée, biseautée, donc comme ceci, où on n'a pas une pointe en pointe, c'est le cas de le dire. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en le tenant à tel ou tel angle, eh bien, on va pouvoir tirer des traits fins et puis des traits gros et faire varier cette épaisseur. Ici, dans les modèles que j'ai sélectionnés, on a une pointe Sailor, donc un stylo, c'est un Ace Neo aussi, mais en calligraphie.
C'est un 2.0, ça veut dire que le plat ici fait 2 mm. Et on a déjà une très belle variation de lignes. Donc on peut écrire assez grand avec ce type de stylo. On a aussi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les points de stub qu'on peut mettre sur, par exemple, justement sur la Mi Safari. Et ici, c'est une pointe qui fait 1.1, donc 1 mm et 1 millimètre. Et on va avoir en fait une variation très subtile. Et je trouve ça super intéressant pour quelqu'un comme moi qui fait de la calligraphie très occasionnellement, qui n'est pas du tout dans ça, parce que ça va donner un style à l'écriture naturellement. Et vous avez un outil que j'ai utilisé aussi pendant des années. Je ne sais pas si ça entre dans la catégorie des stylos plumes, mais en tout cas ça y ressemble. Ce sont les parallèles pens de chez Pilote. Il y a 4 ou 5 variations de pointes. Et ici vous avez une des plus grosses. Et en fait le débit d'encre est toujours bien dosé et c'est rare quand ça fait des accros au niveau de l'encre. Donc ça, c'est un super bon plan si vous voulez utiliser des stylos à réservoir. Dans ce deuxième chapitre, je vais aborder les encres. Alors j'ai fait une vidéo précédemment sur ma petite collection d'encre où je fais une sorte de tableau périodique des couleurs avec mes encres de stylo plume. Ici, je vais plutôt me focaliser sur la partie utilisation, plutôt technique des encres. Alors, il faut savoir qu'il existe des encres spécifiques pour les stylos plumes et qu'on n'utilise pas n'importe quoi dans les stylos plumes. Donc, on n'utilise pas des collines, par exemple, on n'utilise pas d'encre à alcool et on n'utilise surtout pas d'encre de Chine. Ça, c'est vraiment réservé pour les stylos à tremper, les dip pens, mais ça risque d'endommager les stylos plumes, donc on n'utilise pas d'encre de Chine. Au niveau des compositions des encres, pour stylo plume, on a 2 catégories bien distinctes avec des bases de pigments et des bases de teinture. Mais ça, c'est vraiment pour le côté nerd. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des encres waterproof et d'autres pas. Donc, vous voyez où je veux en venir. Si on utilise les encres dans un but de dessiner, on va choisir prioritairement des waterproof, sauf si on veut obtenir des effets, évidemment, avec de l'eau. Mais si on veut repasser après à l'aquarelle, il y a intérêt à ce que l'encre soit bien waterproof. Dans les encres waterproof, moi j'ai celle-ci, la Lexington Grey de chez Noodlers, qui est complètement waterproof une fois sèche, donc on peut venir l'agresser à coups de pinceau, faire 10 couches d'aquarelle dessus, elle ne va pas bouger, donc ça c'est super. J'aimerais aussi à un moment donné me prendre la Platinum Carbon Black, mais elle est souvent en rupture de stock parce qu'elle est parfaitement aussi waterproof, donc elle a son petit succès. Il faut savoir que si vous utilisez des encres waterproof, ça va aussi probablement encrasser votre stylo, surtout si vous n'utilisez pas pendant une longue période. Donc si vous savez que vous allez rester 1 mois ou 2 sans l'utiliser, videz le stylo, rincez-le. C'est mieux, ça risque de boucher sinon la plume et ce serait embêtant. Et une chose à dire aussi sur les encres, c'est que tout simplement, vous pouvez les utiliser telles quelles avec un pinceau pour peindre avec. Là aussi, dans les encres, on a plusieurs caractéristiques, à savoir le fait de pouvoir, ça s'appelle le shading en anglais, donc pouvoir les superposer les couches pour avoir une sorte d'ombre. Évidemment, il y a des encres qui ne permettent pas ça, mais la plupart le permettent. Ici, j'ai 2 exemples, un où vous ne pouvez pas superposer et un où vous pouvez, et où ça donne des couches un peu plus foncées. Ensuite, vous avez les reflets. Certaines encres, une fois saturées, ont un reflet d'une couleur différente. C'est très, très agréable à regarder. Alors, si vous voulez obtenir ça avec un stylo plume, il faut absolument que votre stylo plume ait un gros débit d'encre et au moins une pointe M, sinon c'est pas possible.
Et vous avez une autre caractéristique chez certaines encres, c'est ces petites paillettes intégrées dedans. Alors là aussi, évitez de prendre des stylos plumes en pointe F parce que ça risque de boucher le petit canal de la plume. De manière générale, le petit tableau que j'ai fait ici, c'est vraiment un indicateur par rapport à la teinte. Mais quand on combine une encre avec un stylo, selon, comme je vous disais, l'épaisseur de la pointe et le débit, on aura des teintes très 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 variables. Donc ici, je me repère surtout à ce que j'écris en dessous et pas forcément à ce qu'il y a dans la bouteille. Alors si je devais tirer des leçons de ce petit tableau que vous voyez là, si je devais faire des achats d'encre à l'avenir, je regarderais plusieurs choses. Tout d'abord, dans le négatif, je ne prendrai plus ce genre d'encre beaucoup trop claire parce que ça demande des conditions d'utilisation. On dirait que je parle d'un papier d'assurance ici, tout à fait spécifique. On ne peut pas mettre ça dans un stylo à pointe F tout sec parce que ça ne va pas marquer. Pareil pour tout ce qui est encre à petites paillettes, petites iridescences flottantes. Alors non seulement c'est très embêtant parce qu'il faut mélanger, il faut washoter son petit pot d'encre à chaque fois qu'on remplit le stylo. A contrario, je choisirais condition sine qua non pour mon choix positif, ça va être la capacité d'ombrage. Donc je ne vais pas plus m'orienter vers ces choses qui sont uniformes, mais vers des angles qui permettent un ombrage. Plus on rajoute des couches, plus c'est ombré et plus je trouve ça intéressant en fait. Jusqu'ici, j'ai parlé des encres en bouteille, mais il existe bien évidemment les traditionnelles cartouches d'encre. Alors, il existe également, en plus des cartouches, des converteurs. Pour les converteurs, si vous achetez des stylos un peu plus chers, de plus haut de gamme, il y a souvent d'office un converteur avec. Et si vous avez, si vous avez acheté un stylo de gamme un peu moindre, à ce moment-là, vous devez acheter les converteurs à part. Ma question en tant que consommateur, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter des converteurs ? Ici, j'en ai acheté un parce que je vous avoue que la cartouche en elle-même est vraiment immonde aussi. Mais pour beaucoup d'autres stylos, en fait, je n'ai pas acheté de converteur tout simplement parce qu'une fois que la cartouche est vide, vous pouvez la remplir vous-même. Alors pour ça, rien de plus simple, il vous suffit d'aller à la pharmacie et de demander une seringue avec une aiguille la plus grosse possible. Alors ensuite, il faut faire une petite manipulation si on ne veut pas avoir de septicémie ou de tatouage gratuit. Donc couper le bout de la seringue pour ne pas que ce soit piquant et la passer sur un petit papier de verre. Et à ce moment-là, vous pouvez remplir facilement absolument toutes vos cartouches. Et là, chaque stylo plume est livré au moins avec une cartouche de type plastique comme ça. Donc je vous dirais non, pas besoin d'acheter de converteur. Certains stylos plumes n'ont pas besoin, comme je vous disais, de converteur, mais ont un système de piston. Alors l'avantage avec les Twisby ici, c'est que vous pouvez tout démonter, toutes les parties sont vissées, donc si vous voulez bien nettoyer votre stylo, c'est possible. Il y a un mode d'emploi pour le faire aussi, c'est vraiment super. Par contre, il y a certains stylos à piston comme celui-ci qui n'est pas possible de démonter et de nettoyer. Donc ça, il faut aussi faire attention. Si vous en avez un désavantage, mais il faut veiller à ne pas les ranger remplis. Donc il faut les nettoyer beaucoup plus régulièrement. Et pour le troisième chapitre, le grand oublié de la triade stylo plume encre papier, c'est le papier. J'aurais envie de comparer un stylo plume comme en fait une technique aquarelle, puisque par rapport à un stylo bille qui va avoir une consistance plutôt sèche, plutôt huileuse, eh bien le stylo plume va avoir une consistance aqueuse, un rendu aqueux, et donc
va réagir un petit peu comme l'aquarelle. Alors, ça signifie que si vous avez un papier poreux, trop poreux, et ben votre encre, elle va filer, elle va baver et le trait va grossir et va pas être très beau, pas très précis sur du papier poreux. Et il est préférable donc d'utiliser un papier qui est plutôt lisse, mais plutôt lisse, pas un Bristol, sinon il séchera jamais si le papier est trop lisse. Mais par rapport à l'aquarelle, l'épaisseur du papier ne va pas déterminer la performance du stylo plume, puisqu'on ne va pas, comme à l'aquarelle, immerger ou badigeonner d'encre la page. Donc les papiers qui sont souvent recommandés ne sont pas forcément épais, mais par contre ont une fibre assez serrée. Dans les différentes marques qui reviennent régulièrement, il y a le papier Tomoe River, qui est du papier japonais qui est assez lisse au toucher, qu'on utilise dans les Traveler's Notebook notamment. Pareil pour le papier Midori. Le papier qui est utilisé pour les Hobonichi également va convenir très bien pour les stylos plumes. Alors, on revient en Europe parce qu'on a aussi des bons fabricants de papier tout près de chez nous, c'est-à-dire en France, avec les papiers Clairefontaine et les papiers Rhodia. C'est le même fabricant normalement. Et les carnets Le Sturm qu'on utilise souvent pour le bullet journal sont également dans la liste des papiers recommandés. A contrario, il y a des papiers qui ne sont pas forcément les meilleurs, on va dire, pour le stylo plume. C'est le cas notamment des Moleskine qui ont tendance à pas transpercer, mais à laisser une trace au dos. Je trouve pas très agréable, en tout cas, ce papier pour écrire au stylo plume. Et ici, je suis en train d'écrire dans mon bullet journal qui est un Archer & Olive. Et autant le papier est épais, autant sur certaines encres, en fait, on voit que ça file parce qu'il est relativement, je pense, poreux. Et donc, je dirais que ce n'est pas non plus un très bon papier adapté au stylo plume. Et pour tous les autres papiers, je pense qu'il faut tester au cas par cas et voir ce que nos stylos font sur tel ou tel papier qu'on a en stock. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le papier et sur cette vidéo globalement stylo plume. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à aller sauter d'un chapitre à l'autre pour revoir certains passages et prendre vos décisions. N'hésitez pas non plus à liker, à me laisser un petit commentaire et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!